Bonjour, bonsoir tout le monde, on va y aller tranquillement. Merci d'être resté sur ces horaires en fin de conférence, c'est toujours un petit peu compliqué. On va aborder un sujet qui nous passionne, qui nous passionne, le legacy et l'IA. Donc on a fusionné ces deux sujets et on va montrer un petit peu ce qu'on a fait sur un cas très concret. L'objectif c'est de vous montrer l'envers du décor, sous le capot, le plus possible. On a 50 minutes, donc on va essayer de balayer un certain nombre de choses. Donc comment on a travaillé avec l'IA pour reprendre le contrôle d'une application legacy. Et je suis accompagné de... Benjamin, bonjour à tous. Moi, dans cette présentation, je vais jouer l'enthousiaste. Je vais jouer le mec qui a découvert l'IA il y a quand même un petit bout de temps, qui a vu plein de vidéos sur Reddit, qui a vu plein de vidéos sur YouTube et qui s'est dit, bah, finalement, pourquoi pas moi, à travers deux, trois, peut-être même une, peut-être, hein, soyons optimistes, un prompt, on va tout refaire, tout revoir, tout recommencer et pouvoir fournir une application comme il faut. Gaiement. Et je suis accompagné de... Jordan Nouri, donc moi je suis cofondateur de Shodo Studio. Je vais jouer le rôle du prudent. Chez Shodo Studio, on fait du legacy remediation depuis plusieurs années maintenant. Moi je suis plutôt dans la partie, je suis plutôt celui qui est pas trop confiant de l'IA, qui aime bien mettre quand même son expertise et sa petite touche et pas le laisser aller. Donc on a deux approches qui sont complètement différentes. Et sans plus attendre, le patient du jour. On peut vous le montrer rapidement. C'est une application qui s'appelle OpenWide qui est en production. J'ai déjà parlé plusieurs fois de ce petit patient. Très intéressant, c'est une startup qui maintenait ça encore il y a 10 ans. C'est passé en open source, il y a toujours des milliers d'utilisateurs. C'est en production, il y a 400 tracks qui sont poussés en moyenne par jour. C'est maintenu par une personne maintenant, qui s'appelle Adrien Joly. Il y a quelques contributeurs. C'est une stack qui est full JS. Il n'y a pas de documentation, il n'y a pas de JSDoc, il n'y a pas de TypeScript. Il y a des fois un petit peu de test sur certaines couches, mais pas tous. Il y a eu 3 tentatives de refacto, donc plus ou moins manuellement, dont je suis aussi l'auteur il y a quelques années. Donc beaucoup d'expérimentation, mais rien d'inachevé. Et là, l'objectif, c'était de prendre cette application et au moins aller, pour une fois, aller jusqu'au bout dans un temps qui est très court. Donc sans plus attendre la première approche, l'approche enthousiaste. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait Avec Jordan, on s'est chauffé et on s'est réparti les rôles. Forcément, moi, jouant l'enthousiasme, j'ai eu envie, à travers un petit prompt simple. Alors, il faut savoir que moi, je ne parle pas à mon IA et en plus, non content de ne pas lui parler, je lui écris en anglais. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde ici, mais bon, soit. Du coup, première itération du travail que j'ai voulu avoir avec un agent et l'objectif de refaire cette application, c'est, eh bien écoute, regarde OpenWide.org et puis fort de tout ce que tu as appris et de tout ce que tu sais, j'ai quand même envie que tu me fasses du React et du Tailwind parce que c'est à peu près ce que je connais, mais refais-moi le site state of the art. Du coup, j'avais ça. Il m'a fait ça. Je lui ai dit, et ça fonctionnait, c'était fonctionnel. Hein. Ça a pris un petit quart d'heure, mais il m'a sorti ça. Bon, j'étais relativement satisfait. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a un thème sombre, il n'y en avait même pas à la base. Mais c'est peut-être que State of the Art, c'est tout noir. Bon, soit. Je lui ai dit, ça ressemble pas. Il faut que tu t'améliores. Et je lui ai vraiment dit que ça. Il m'a dit, oui. Vous savez, quand il vous dit ça, oui, vous avez raison, bonne, oui, c'est vrai, je vais refaire. Donc il a refait, on voit tout de suite qu'on n'est toujours pas bon, mais bon, il y a quelque chose quand même. Hein. T'es pas gentil avec lui. Oui. Je lui dis, bon bah continue. Il a continué. Hein. Alors je ne sais pas pourquoi il a eu beaucoup de difficultés à me remettre l'image qui était statiquement dans le code, mais bon, donc je lui ai dit, ok. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre de lui dire, ça ressemble pas, si, oui, t'as raison, non. Et du coup, j'ai essayé de voir avec lui une méthode d'auto-évaluation de son travail. Comme quoi j'étais enthousiaste, mais très vite j'ai quand même essayé de revenir à des choses un peu plus concrètes. Donc je lui ai dit, note-toi. Soyons dingos, note-toi. Bon. Il m'a dit... Tout un tas de choses quand même. Il m'a dit surtout, c'est pas bon, je suis toujours pas bon, je me rends compte, tu as 72 sur 100, il y a plein de trucs qui vont pas, il y a des trucs qui vont. J'ai eu envie de lui dire à la fin, bah continue, enfin, il m'a dit je continue, 85 sur 100, bon, un peu mieux, ouais, on a retrouvé la photo et tout quand même. Hein.
Et puis 92, j'avais beau lui dire continue jusqu'à temps que tu arrives à faire quelque chose qui soit proche des 100, un peu à la Ralph, mais rien n'y fait. Il a fait que je le relance et tout, puis à chaque fois, oui, il y a des trucs à faire encore. Jusqu'à quand même, au bout d'un moment, et en réalité 10 itérations, ça tombait bien, 100, 10, top, il me dit j'ai fini. Je t'ai remis même le bandeau des cookies au milieu, parce que il le voyait au milieu dans son outil. Bon. Alors, petit bilan de cette approche, t'en es content? T'en es content de ta petite approche enthousiaste? Et j'ai une barre de cookies au milieu de mon écran. Ok. Donc, si on fait un petit constat, si on pourrait faire un petit constat quand même, je t'ai regardé faire. Moi, je trouve que voilà, c'est pas 100%. Et là, je lui ai dit, mais en fait, moi, j'ai vu quand il a démarré. Je savais pas du tout quand il allait finir. On n'a vraiment aucune visibilité sur comment ça se passe avec cette approche. En termes de coût, moi je ne me vois pas vendre cette approche à mes clients parce que je ne sais pas combien de temps ça a duré, je ne sais pas combien de tokens ils ont été consommés, c'est pas du tout prédictible. En gestion de projet, c'est pas comme ça qu'on fait, ça va pas du tout passer. En termes de comportement, là on le voit pas, mais il y a des comportements où il a pris des décisions tout seul. Quand on clique sur une vidéo, alors on a bien le son. Voilà, on a bien le son. Mais il vient pas du bon endroit. Le son ne vient pas du bon endroit et pas de la bonne manière. Donc en fait, il a pris des décisions sur du comportement. En même temps, on lui avait pas dit de faire attention au comportement. Donc, moi, ma grande question, c'est quand même la qualité. Chez nous, le sujet de la qualité, avec toutes les personnes qui sont craft, c'était quand même important. Là, aucun contrôle. C'est peut-être bien ce qu'il a fait, mais c'est vrai qu'on lui a pas donné aussi de guidelines sur cette partie-là. Il a bien fait du React et du Tailwind pour la petite C'était histoire. React Tailwind. Alors ça, pour le coup, il nous en a mis partout. On peut pas dire le contraire. Et à la fin, petite question fondamentale, mais est-ce qu'on n'est pas en train de refaire un legacy? Peut-être. Au carré. Mais sans les mains, du coup. Sans les mains, voilà, sans les mains. Et du coup, la question, c'est vraiment, est-ce que le legacy remediation, c'est juste changer de techno? Nous, on pense pas. Enfin, moi, perso, je pense pas que c'est juste changer de techno. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? T'as pas fait la petite rétro avec l'agence? Eh ben si. Finalement, ce qu'on s'est dit, c'est nous, quand on est en train de produire un logiciel, qu'est-ce qu'on fait assez régulièrement? 2 fois par mois, par exemple. C'est une petite rétrospective. Donc je lui ai dit 10 fois, je t'ai dit, ça ressemble pas. Peut-être des choses qu'on peut améliorer. Oui, très bonne question, c'est vrai, il y a des choses à améliorer. On pourrait avoir une approche plus structurée, avec des étapes. Ouais, quelque chose qui ressemble. C'est pas bête. On pourrait aussi créer un système d'évaluation subjectif sur l'adéquation entre les attentes et ce qu'on a réellement produit. Et il constate aussi que il avait des outils à sa disposition, mais potentiellement, il les a peut-être pas utilisés de la bonne façon, et peut-être qu'il faudrait lui dire comment les utiliser. Et du coup, si on va un petit peu plus loin et qu'on lui dit mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire alors, toi qui sais tout? Et il nous dit ça aurait été bien de définir une checklist exhaustive dès le départ. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on est en train de redéfinir, il fallait peut-être un backlog. Et il fallait comparer de manière systématique. Nous, je crois qu'on fait des tests depuis bien longtemps quand même pour s'assurer que tout est vert et qu'on n'ait rien cassé. Et il dit que le scoring étant subjectif, il faudrait une preuve avec plus de mesures. Donc c'est vrai qu'on fait des tests, on aime bien que le vert soit vert et on remet pas en question. Donc quelque part, on arrive quand même à la constatation qu'il faudrait, même si on utilise l'IA, pas oublier notre ADN de software engineer. Nous, on fait de legacy remediation depuis longtemps et on pensait vraiment se jeter avec l'aide de l'IA sans penser à tout ce qu'on faisait depuis maintenant plusieurs années. Ce qui est complètement faux. Il ne faut pas s'oublier en tant que software engineer. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Alors quand on tombe sur cette constatation, il y a beaucoup de bruit dans les profils de personnes qui utilisent l'IA. Je pense que le vibe coding, on en a tous entendu parler. Ça fait beaucoup de bruit l'année dernière, mais c'est des personas de programmeurs avec l'IA qui sont un peu différents. On va voir le vibe coder qui ne va pas forcément anticiper, qui ne va pas essayer d'anticiper ce que va produire l'IA. L'objectif, c'est de prendre du fun. Alors c'est très cool. On est vibe coder de temps en temps. C'est un peu ce que j'ai fait là en tant qu'enthousiaste. C'est pas du vibe coding que tu nous as fait en tant qu'enthousiaste. Un petit peu. Donc on avance de manière empirique, on empile des briques, on choisit pas vraiment les briques qu'on empile, on n'anticipe pas la destination, on voyage vers un endroit qui nous a pas trop plu visiblement, en tout cas qui est pas très vendeur. Qui n'était pas satisfaisant.
Ensuite, on va avoir les low builders. Les low builders, ça va être toute une famille qui sont déjà autour des projets, des produits actuellement. On va avoir les PO, les PM, on va avoir des QA, des UX. Donc, c'est des personnes qui savent faire du soft, ils connaissent les étapes, ils savent qu'il faut d'abord faire un petit peu de l'étude, du découpage. Mais jusqu'à présent, ils n'avaient pas les moyens d'aller jusqu'au bout et de faire la partie développement. Aujourd'hui, avec des super outils sur le marché, Lovable, etc., je ne vais pas rentrer dans le détail, on est capable de faire le dernier pas. Mais ils ont un petit peu plus de conscience. Et il y a la dernière catégorie qu'on catégorise un petit peu comme ça, les software engineers, mais avec l'IA. Et nous, on se positionne ici. Enfin, nous, vous, on devrait. Nous, on tous. On préconise de se positionner. Mais en tant que software engineer, on peut très bien aussi voilà. revenir en vibe coding. C'est très bien à des moments. Ça peut être très très bien. Mais là, l'objectif, c'est de plutôt passer sur une approche prudente en tant que software engineer. Et bah, du coup. Place à l'approche prudente. À l'approche prudente. Et du coup, on est réellement revenu à nos fondamentaux. Et quand on commence à faire quelque chose finalement, mais qu'est-ce qu'on fait On essaie de comprendre le besoin. Et on essaye de comprendre là où on met les pieds. Parce que même si on va être assisté par l'IA, c'est à nous d'encaisser la complexité. C'est à nous d'encaisser cette charge de complexité. On va être responsable de ce qui est produit, surtout si on fait en clientèle comme chez nous. On nous fait confiance, mais au bout d'un moment, il faut que ça rentre dans les clous d'un projet. Il faut qu'il y ait des critères d'acceptance. Il faut que ça soit prédictible. Et cette responsabilité, cette complexité, c'est à nous de l'encaisser en tant que développeur. Donc la première étape, en règle générale, quand on commence toute étape de legacy remediation, on fait ce qu'on appelle une discovery fonctionnelle, puisqu'on est censé monter en compétences fonctionnelles sur le sujet. Et là, est-ce que tu sais ce que faisait le soft ? Tu t'arrives à dire non, t'es parti. Moi, on m'a dit, il faut tout changer pour refaire quelque chose de nouveau. On m'a pas dit, comprends ce que tu es en train de faire ou comprends le fonctionnel qui est porté par l'application sur laquelle je suis en train de travailler. J'avais compris que je pouvais écouter de la musique quand même. Oui, t'avais compris ça. J'avais mais compris. Comment t'avais pas tout compris. Donc là, tout l'objectif, c'est de partir en discovery fonctionnelle. Donc l'objectif, c'est d'avoir un panorama, une vue 360 de qu'est-ce que fait le soft complètement. Alors nous, chez nous, on est très fan du DD stratégique. C'est une très grosse boîte à outils où dedans, on va retrouver des outils. On va retrouver des outils. L'objectif, c'est pas rentrer dans le détail, mais on va avoir une analyse de contexte fonctionnel, de banding contexte, donc de limites, de subdomaines, d'agrégats, pas mal de termes un petit peu verbeux pour dire qu'on étudie la complexité. On va essayer aussi d'avoir un ubiquitous language parce que, je sais pas toi, mais voilà, j'en suis sûr que tu connais pas les termes jargon métier, ça t'a pas du tout intéressé. Play, pause, pause, post, rewind, ouais, track, ouais. Donc on va essayer de poser tout ça pour essayer de au moins discuter ensemble des bons termes, la complexité des fonctionnalités, essayer d'avoir un peu une idée des user journées et on a mis toute notre expertise dans un agent. Et on l'a lancé frontalement sur le soft. Voilà, en règle générale, voici ce qui nous sort. Du coup, concrètement, on a prompté notre agent pour lui demander de faire toute la discovery fonctionnelle. Comme on vous l'a présenté à l'instant, comme Jordan vous l'a présenté. On a voulu se construire une vue d'ensemble. Qu'est-ce que permet de faire l'application ? Agréger, organiser, découvrir, partager. Super. Quelle est l'architecture fonctionnelle globale ? Quel est éventuellement un tout petit insight sur la stack technique, on y reviendra après parce qu'on a fait une discovery dédiée à cette partie-là. Les entités principales, l'utilisateur, un post, une playlist, un commentaire, tu vois, ça joue de la musique. Je te oui, c'est vrai que ça peut préparer. Le système de follow, toutes les sources de streaming supportées. En fait, c'était vraiment un overview de tout ce que faisait l'application. Mais on a été plus loin. Alors déjà, on a backupé tout ça dans des fichiers et puis on a été plus loin. On a itéré. Quelles sont les features simples qui sont mises à disposition de l'utilisateur ? Bon, la connexion. C'est simple. On n'a pas trouvé ça simple, on y reviendra après. Mais la déconnexion, les mots de passe oubliés, tout ça, c'était parce que c'était une page hyper simple. Donc, en fait, il a très vite trouvé que c'était simple. On y reviendra après. Il y a une complexité inhérente qu'il a vu que plus tard. Mais nous, notre jus de cerveau nous a permis de nous rendre compte que ce n'était pas cette partie-là qui était si simple que ça. On avait des features moyennes, donc considérées comme un peu plus complexes. Inscription à un joueur, il y a tout un flow, il y a des retours en arrière, etc. Et enfin, les features complexes. Qui va un peu plus nous intéresser pour anticiper justement qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Voilà. Si c'est pour faire les boutons, ça va être assez simple, mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Est-ce qu'il détecte tout de suite un petit peu des choses qui pourront nous prendre du temps en termes d'analyse ? Et donc là, on avait toutes les fonctionnalités avancées, ajouter un track, ajouter une musique, jouer une musique, gestion d'une musique, les likes, etc.
Et ensuite, on rentre dans un sujet qu'on aime bien faire aussi en Discovery, c'est si on est sur un legacy et qu'on se base que sur le code, quelque part on est un peu biaisé parce que s'il est legacy, c'est peut-être parce que le code on n'arrive plus à rentrer dedans. On n'arrive plus à être, c'est plus maintenable parce que le code est décorrélé du jargon métier. Donc c'est un peu dommage de se baser que dessus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on peut dire le mot MCP normalement parce qu'il y a eu une conférence juste avant sur MCP. Donc on peut brancher nos agents avec des MCP pour aller naviguer eux-mêmes dans le site et aller redétecter toutes les user journées. Donc nous redocumenter toute la user journée et en profiter pour aller capter le jargon métier qui est présent dans le front. Parce qu'en règle générale, le front-end, il est plus proche des utilisateurs et du coup, on a du jargon peut-être un peu plus métier que dans notre code. Et ça, à cette étape, c'est assez intéressant parce qu'en règle générale, il nous fait des matchings d'ubiquitous language. Par exemple, dans le front, on va parler de post et dans le back-end, on va parler de subscribe. D'un côté, on va parler de like et de l'autre côté, on va parler encore d'un autre concept. Et en fait, il commence à nous dire, attention, il y a des décalages entre le front et le back. Ça, c'est intéressant. Et en même temps, on en détermine la user journée, donc tous les parcours qu'on va pouvoir attaquer et peut-être commencer à envisager une migration plutôt par parcours. On verra. On verra si ça a du sens dans cette code base-là. Ensuite, on a les subdomains. Voilà, dans la continuité, les bounding context et les subdomaines qui vont nous permettre après du coup de travailler sur des périmètres fonctionnels cohérents plutôt que sur, comme on l'a fait, juste change tout et fais-moi un nouveau site. T'as vu, site. d'ailleurs, c'est playback. C'est pas, voilà. Oui. Donc, tu l'avais pas. Catalogue, tu l'avais pas non plus. Donc ensuite, une fois qu'on a fait cette discovery fonctionnelle, comme on a dit, nous on fait une discovery qui est technique. Pourquoi on fait une discovery technique? Donc on a un agent et on a une lecture assez particulière. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir l'architecture en place, analyser pas que quelle technologie on utilise, mais l'adhérence à la technologie. À quelle profondeur, en fait, on est maquillé à cette techno. Ça va être très intéressant pour trouver le meilleur chemin pour sortir. Si vraiment c'est trop profond, on se posera des questions et ça changera la stratégie de migration. Donc l'agent va chercher particulièrement la profondeur d'adhérence. Les API, parce que ça sert toujours, c'est plus simple à migrer quand il y a 2 API, comme là il y en a 150. Et s'il y a déjà un peu des actions d'automatisation de la CI et de la CD pour savoir si on a de quoi s'appuyer pour faire ça, sinon il faudra le refaire. Et donc on le lance aussi. Voilà. Là, il faut bien comprendre que en tant qu'ingénieur, on se serait posé la question, par exemple, de savoir si dans notre application web, c'était du client-side rendering ou du server-side rendering, par exemple. Est-ce que l'ensemble des API existe déjà pour avoir une SPA ou pas? Et en fait, ça, moi, quand j'ai eu l'approche enthousiaste, je me suis posé 0 question. Je lui ai dit juste, fais-le. Sauf qu'en fait, on ne peut pas faire une refacto d'un ensemble d'une application complète sans se poser ces questions-là. Puisqu'en fait, si on transforme une application en server-side rendering, en client-side rendering, on sait que ça aura un impact sur les SEO. Et du coup, on a besoin, quand on va faire cette refacto, ou cette transformation, ou cette remediation, de répondre à ces questions. Et c'est vraiment l'objet de la discovery technique, d'accompagner l'ingénieur dans toutes ces questions-là et dans tous ces sujets-là. Donc on tombe sur le classique, comme n'importe quel agent serait capable de faire la liste basique des dépendances. Et là, on va rentrer un petit peu plus profondément, on va sortir un schéma et là, on va voir tout de suite des dépendances de templating qu'on n'avait pas repéré, qu'on n'avait pas du tout repéré. Donc on va essayer de savoir exactement comment ça fonctionne. Il y a le petit bout d'architecture hexagonale qui avait été commencé sur un côté, il y a un petit peu d'API, mais il n'y a pas tout. Donc là, on essaye vraiment de rentrer un peu plus en profondeur pour savoir qu'est-ce qui se passe. Les dépendances, je te laisse aller sur l'architecture aussi. Côté dépendance, on reprend avec plus de détails ce qu'on a vu juste avant, mais on a aussi une indication sur la criticité des dépendances. La partie architecture, où il y a vraiment tout le scaffolding, comment sont structurées les informations, comment sont structurées les données, s'il y a ou il n'y a pas justement une API pour sous-tendre toutes les pages. S'il y a certains patterns, comme je disais, l'architecture hexagonale qui a été détectée, voilà, pas jusqu'au bout, que sur une partie des features. La database avec tous les schémas ressortis, les usages, comment ça fonctionne en dev, comment ça fonctionne du coup en production, des informations aussi sur le hosting de cette base en production, etc. Et en plus, c'est assez intéressant parce qu'il y avait quand même pas mal de nommages très explicites comme ça. Voilà. C'est la code base, on en est rempli. Et l'IA est beaucoup plus forte que nous pour trouver comment N est utilisé, SK, SP, on verra tout ça.
Donc voilà, après on continue de la configuration, il y a un tout petit peu de test. Donc voilà, en gros, on a une discovery technique extrêmement complète. Il nous fait remonter quand même des choses assez intéressantes. C'est que le player, par exemple, c'est une dépendance qui s'appelle PlayMJS, qui est maintenue par une personne, qui est Adrien Joly, en lui-même. Donc il a fait une librairie qui n'existe pas. Donc on a fait une petite discovery. On pourra faire une petite discovery particulière pour ça. Mais en fait, il nous met le doigt sur des choses. Attention, ça va être critique. Faut qu'on prenne une décision. Donc ces décisions, on va pas les prendre tout seul, mais déjà ce qu'on peut remarquer, c'est que les agents, ils excellent dans l'analyse de la complexité logicielle. Donc nous, nos agents, ils sont custom, mais c'est quand même assez efficient. C'est quand même efficient d'utiliser ce genre d'approche pour naviguer dans du code qui est complexe. On a vu lui, N, SK, SP, suivre SP dans un nombre d'attributs comme ça tout au long du cycle de vie, et de dire SP, ça veut dire ça lui pose pas du tout de problème, donc c'est vraiment excellent. Et du coup, l'objectif, c'est fort de la discovery fonctionnelle et de la discovery technique, on va essayer de choisir un chemin, pas faire comme toi, y aller en mode enthousiaste, de choisir un chemin de migration. Alors, on n'est pas totalement expert, enfin, on est expert en migration, mais en fait, là, l'objectif, c'était de donner les deux contextes fonctionnels et techniques à un autre agent qui, lui, est spécialisé en migration, donc il connaît les patterns stranglers, il connaît les modes Big Bang, etc. Mais l'objectif, c'est de discuter avec lui, donc en mode co-construction, pour savoir quel est le meilleur chemin. Donc il va prendre les éléments critiques, il va prendre les dépendances critiques, il va prendre les user journées, il va prendre les technologies, il va nous poser des questions. Est-ce que les SEO c'est important pour toi? Est-ce que tu peux te permettre de faire une livraison Big Bang? Etc. Donc nous, dans notre approche, ça nous embête pas d'avoir du downtime à la livraison, mais par contre dans le développement, on voudrait que chaque pas soit complet et valide et pas de Big Bang dans le développement. Donc voilà, on spécifie ça. Et là, on essaye de trouver un chemin ensemble. Long story short, ça nous donne une stratégie globale. Donc on va faire du strangler, on va faire un double run, on va être capable d'avoir les deux versions en même temps pour les comparer. On prend un certain nombre de décisions. Il remonte tout de suite la gestion de PlayMJS comme étant un problème. Donc on en profite pour faire deux petites analyses un peu avec lui. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'MCP maintenant qui sont disponibles. Les MCP, je m'en souviens encore, au mois de mars de l'année dernière, il y en avait 4 qui se battaient en duel. Maintenant, il y en a plus de 1000. Au mois de décembre, il y a plus de 900 contributeurs sur ce protocole, donc ça va extrêmement vite. Donc là, il a un MCP qui permet d'aller chercher de la documentation sur tout un tas de sujets. Et là, on fait une analyse plus profonde de qu'est-ce qu'on va faire de PlayMJS. On essaye de trouver des alternatives. L'alternative qui en ressort, c'est de le wrapper. Il y a très grande chance de succès de le wrapper et d'arriver, parce que de toute façon, on ne peut pas, suite à l'évaluation des possibilités de migration, on n'arrivera pas à tout avoir. Il y a des dépendances qui n'existent plus, il y a des API qui ne fonctionnent plus, etc. Donc voilà, on part sur le wrapping. Donc on va discuter de tous ces points avec l'agent. J'ajouterais qu'on n'a pas suivi la recommandation d'ailleurs. Parce que lui nous a dit on va faire un POC React Player. Il n'y a jamais réussi. Ouais, en fait, du coup, on a encapsulé, c'était vraiment plus adapté. On a essayé. En fait, ça ne nous empêche pas de faire le POC. Ça ne nous empêche pas d'aller explorer des pistes. On revient et puis on essaye d'avancer. Donc tout l'objectif de la discussion avec ce superbe architecte, c'est de sortir une première version de backlog. Donc il va nous sortir une première version de backlog en prenant en compte la complexité. Là, on détermine que par exemple stream, un peu comme tu as fait. Donc, finalement, oui, on a fait la même page et moi je l'ai fait la du même premier page, coup. Mais pas pareil. La page feed, c'est celle qu'on vous a montrée tout à l'heure. Voilà, que effectivement, c'est pas forcément la plus complexe. Donc en fait, on part dessus. Et là, il va nous sortir tout un backlog structuré. Voilà, là, ça c'est vraiment la première étape. Donc on va discuter avec notre agent et on va trouver un premier chemin. Alors vous savez certainement, mais lorsqu'on a un backlog plutôt typé architecte assez haut niveau, on ne peut pas prendre ce genre de ticket et le donner tout de suite à un développeur. En général, on fait des sessions d'affinage. On essaye de découper, faire baisser la complexité, etc. Analyser la complexité.
Donc ça, nous, on le fait avec un agent. Celui-ci, il est custom, mais pour le coup, il est custom sur le projet, parce que c'est un full stack développeur, mais qui est sur la stack actuelle et sur la cible. Et en fait, on va lui donner une compétence, la compétence de challenger le backlog. Donc sortir du prisme d'architecture pour avoir un prisme de développeur et revoir la granularité des tâches. Et avoir aussi un backlog qui est plus orienté au niveau des user journées, parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire des user journées au complet, et pas juste faire des features en plein milieu d'une user journée. Ça m'intéresse pas beaucoup. Moi, ce que je veux, c'est comme je suis en double run, je veux livrer tout un pan. Donc on va orienter le backlog en user journée. Donc ça nous donne un superbe backlog, donc qui a quasiment la même, qui a la même, on va dire le même ordre. À peu près, ouais. À peu près, parce qu'il change quand même des trucs en chemin. Mais par contre, cette fois, on va aller parler de « Ah ben là, il faut peut-être faire le layout en premier. Il faut peut-être faire un composant postcard. Ah, il faut aller faire telle section, telle section. » Et je crée plein de dépendances, des US en dépendance parce que j'ai besoin d'avoir le bon composant, etc. Donc en fait, on va découper le travail d'une autre manière. Ce qu'on ferait en day-to-day quand on affine, Oui. est-ce que j'ai les composants, etc. Et ensuite, on va rajouter des critères d'acceptance pour s'assurer que chaque étape a été passée, puisque en fait, on veut s'assurer que chaque test, chaque test sont validés avant de committer le ticket. Long story short, on en fait aussi une troisième version sur la partie user journée, c'est-à-dire qu'on l'a fait en 2 temps. On a fait une première version qui était plutôt orientée juste prisme développeur, donc prendre en compte les layouts, etc. Et ensuite, on rebascule tout le backlog en user journée, donc qui nous donne cette fameuse V3 qu'on va enfin pouvoir lancer. Mais avant, on était obligé de s'équiper un petit peu, parce que quand toi, quand tu as fait ton enthousiaste, On a bien vu qu'on ne pouvait pas facilement vérifier le travail produit. la mesure, on a dit la On ne mesure. pouvait pas mesurer. Du coup, comment on s'y est pris? La mesure. Comment on s'y est pris? Un petit agent de QA reviewer. Alors on pourrait faire un tas d'agents, sécurité, etc. En règle générale, on le fait, mais là pour ce cas-là, c'est juste un agent de régression visuelle, parce qu'en fait on se rend compte que la subjectivité d'un modèle classique ne connaît pas le pixel perfect. C'est une notion pixel perfect. Voilà. Nous on s'attend à quelque chose de déterministe. Pixel perfect, lui, par défaut, il est subjectif, donc on doit lui redonner le pouvoir du pixel perfect. Chose qu'on a fait avec des tests de non-régression en lui donnant la capacité d'être pixel perfect et d'avoir la boucle de feedback. Tout à fait, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et normalement, on a tous les ingrédients Pour aller cuisiner. pour aller cuisiner et pour pas faire la même chose que toi. Sauf que je vais quand même vous le montrer. Du coup, en très brièvement, toute la partie Discovery nous a permis d'obtenir un backlog. Dans ce backlog-là, on a du coup finalement, à peu de choses près, des épiques, des stories, et au sein des stories, on a ce qu'on appelle des plans. Et en fait, la force réside dans ces plans, puisqu'en fait, ce sont encore un niveau au-dessus ou en dessous, ça dépend comment on se place, de précision apportée pour un petit incrément de valeur. Et surtout, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donner ce petit incrément de valeur à un nouvel agent qui va réaliser, qui va builder ou implémenter cette partie-là. Donc très concrètement, comment ça se présente? Ouais. Bon, c'est là qu'il faut quand même être attentif, c'est parce qu'en fait on a quand même beaucoup de plans, on va avoir beaucoup de plans à reviewer, c'est un autre, on en parlera sur la fin, mais c'est une autre partie du boulot de contrôler que le plan il a du sens, qu'il s'inscrit bien dans ce qu'on veut faire. Et donc là, on a lancé le fameux plan. Alors très concrètement, là je vous montre vraiment la genèse du truc, donc j'ai même redemandé à créer carrément une épique. Dans cette épique, je lui ai redemandé de découper. Donc là, c'était l'épique fonctionnelle de la search bar. Et je lui ai réellement demandé de découper, donc quasiment par lui-même, découpe-moi clairement le travail pour réaliser cette search bar. Et du coup, vérifier que cette search bar est au niveau. Et on verra que même en étant précis, même en regardant le plan avec attention, on a quand même des écueils que vous allez voir. Je vais accélérer un tout petit peu. Du coup, il nous a créé l'épique, il a créé la première story, et dans cette story, il est en train de créer le plan. Là, j'accélère, ça prend quand même un certain temps, donc c'est des choses qu'on peut paralléliser, c'est des choses pendant lesquelles on peut éventuellement aller relire un autre bout de code, ou prendre un café. Prendre un café, mais bon. Donc là, on a notre plan, le plan hyper détaillé, avec tous les pointeurs vers la documentation, ou le site, ou les composants du legacy référencés dedans.
Et c'est fort de ce document-là qu'on peut lui dire, vous allez le voir en bas, je vais concrètement lui dire d'implémenter l'EPIC. Alors là, c'est l'existant. Non existant, comme je vais juste couper, on va travailler du coup, pour que vous compreniez bien, on va travailler sur la partie de la search bar. Là, elle y est, puisque c'est le résultat final, mais à la base, elle n'y est pas. Du coup, raté. On prend le plan, on regarde le plan, on regarde la story et on regarde le plan. On voit qu'il y a des tasks qui ont été identifiés dedans. Et on va tout simplement lui demander de builder l'EPIC / le plan. Alors il y a des complétions, il y a tout ça. Et à partir de ce moment-là, je vais dézoomer un peu. Il va automatiquement me créer les fichiers correspondant à ce que j'ai envie de faire. Là, je vais réaccélérer parce que ça prend quand même un certain temps. J'ai ralenti, hein, c'est ça. Et là, on va s'apercevoir que bien que j'ai été hyper clair, que j'ai review le plan, que j'ai vraiment détaillé ce que je voulais faire, en fait, on vous l'a dit tout à l'heure avec Jordan, bien qu'il ait accès au site web et qu'il ait accès aux composants, visuellement, il n'est pas capable de créer une cohérence. Donc vous allez voir qu'il va créer cette search bar, il va la rendre fonctionnelle, sauf qu'il ne va juste pas être au bon endroit. Et là, les outils ne me permettent pas encore tout à fait de bien réussir à faire ce que je veux. On a trouvé d'autres solutions avec Jordan pour le faire, mais en fait, on vient documenter aux agents la façon dont on a envie qu'ils fassent ces comparaisons dans les écrans pour s'assurer de l'adéquation des composants. Donc là, il est en train de créer la search bar. Vous remarquerez qu'il fait un search bar TSX. Il crée vraiment un composant isolé de son côté. Du point de vue de la qualité, tous ces sujets, en fait, on rentre un petit peu là en comment on veut faire dans les composants, on ne peut pas rentrer dans le détail, etc. Mais il peut complètement suivre les règles que vous imposez sur la structure, tous ces sujets. Ce n'est pas le but de la démonstration. Moi, je travaillais avec des tests Cypress end-to-end. Du coup, il m'exécute les tests Cypress end-to-end associés. Sauf que comme il les exécute sur sa propre base de code, bien sûr qu'il le voit. Bien sûr qu'il la voit, la search bar. La question est plutôt de savoir s'il la voit tout à fait au bon endroit. Alors, c'est un petit peu. Oui. Voilà. Alors là, il m'a mis la search bar. Sauf que c'est pas du tout ce que je lui ai demandé. Donc même avec l'approche prudente, c'est pas toujours hyper satisfaisant. Mais néanmoins, vous allez le voir sur la suite, je peux quand même lui dire, alors là j'étais un tout petit peu vite, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les captures d'écran. J'ai fait moi-même 2 captures d'écran, puis je lui ai dit, regarde les 2 captures d'écran. C'est pas pareil, tu t'es planté. On pourrait le faire autrement maintenant avec le SCP Browser, là, on l'a pas fait. Et donc là, je lui dis, toujours pareil, ça ressemble pas, améliore. Et on va voir que du coup, il va réussir à améliorer les choses. Par la suite, de toute façon, je peux vous montrer le fait qu'il ait réussi, puisqu'on le voit ici. Il a bien réussi à remettre la barre de recherche au bon endroit. Et surtout, lorsque je lui ai demandé après de réexécuter le diff entre les 2 écrans, puisqu'on l'a quand même outillé par la suite pour réussir à faire des diffs entre les 2 écrans, on se retrouve à avoir un diff qui correspond finalement à ce qu'on a attendu. Donc pour ça, on a utilisé des bibliothèques sur étagère et on n'a pas laissé l'IA seule faire sa comparaison, puisque c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc on a réellement outillé l'IA pour qu'elle utilise un binaire qu'on a documenté, sur lequel elle fait un screenshot du legacy, un screenshot de la nouvelle application, elle fait un diff, elle en sort un pourcentage de différence, et du coup ça passe ou ça passe pas. Si ça passe pas, itération successive jusqu'à réussir à avoir un résultat satisfaisant. On a quand même mis un petit threshold à 8% parce qu'en fait il y a des fois pixel perfect. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on cherche dans ce genre? Bon là on montre pour l'exercice un petit peu, mais en vrai il y a des moments à 2-3% de différence, on voit pas la différence entre la taille ou ce genre de choses, donc le 100% c'est pas forcément ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche c'est du contrôle, c'est avoir la capacité d'avoir du contrôle dans le flux de développement. Absolument. Du coup, on a aussi une autre étape parce que on avance bien, on est satisfait, on a livré, mais quand on travaille de cette manière, c'est c'est quasiment obligatoire de toujours regarder qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait, où est-ce qu'on a dû reprendre la main.
Donc c'est une étape qu'on appelle le Kaizen. Alors ça vient pas du tout de nous. C'est une compétence qu'on a mis en place dans notre workflow de migration maintenant, qui provient du Lean. C'est la capacité à s'améliorer de manière continue. Donc quand on est là dans la conversation avec un agent, on a dû reprendre la main pour lui dire attention, tu as envoyé 2 screenshots, c'est pas au même endroit. Donc là, avant de fermer cette itération, on lance le Kaizen et il va aller regarder qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui s'est mal passé et nous faire des propositions. Parce que l'objectif, c'est d'avoir un rapport détaillé, sur une exécution et de se demander comment j'aurais pu faire mieux. C'est peut-être un agent qu'on aurait dû tweaker un petit peu plus, c'est peut-être une compétence spécifique, c'est peut-être une règle dans le projet qu'on n'a pas mis parce qu'on a beaucoup d'agents, enfin on a des choses sur étagère, mais on a toujours besoin de tweaker les contextes des clients, c'est toujours différent, donc il faut toujours un peu tweaker. Et c'est grâce à ce genre de pratique. Donc voilà, il va analyser la session, il va nous dire ça s'est bien passé, j'ai réussi à faire mon storybook, j'ai réussi à faire des choses. Et tout à la fin, voilà, il y a quand même des petites issues techniques. J'avais pas bien placé à un moment, il y avait un petit gap en termes de validation sur certains sujets. Et à la fin, on a des propositions d'amélioration. Bien sûr, on décide de les mettre ou pas parce que on pourrait rentrer dans ce débat-là aussi, mais on peut pas empiler toutes les améliorations qu'on voit à l'infini. Il y a un peu une limite, c'est-à-dire qu'un contexte au-delà de 100 000 tokens, il y a un papier de recherche qui montre qu'on perd 70% de précision. Donc l'objectif, c'est d'être frugal, c'est de voir si ce point d'amélioration il a plus d'importance qu'un autre et tout. Donc là, c'est notre jugement. Voilà, c'est notre jugement. On vient améliorer nos skills avec frugalité pour qu'ils soient plus performants, mais pas alourdir la machine qui ferait qu'on perdrait plus d'efficacité. Mais c'est toujours intéressant de se poser des questions sur nos agents. Donc, long story short aussi, c'est un peu ce mécanisme qui nous a permis de voir que orienter un backlog en user journée, c'est quand même plus efficace que de l'orienter en feature simple. C'est ça qui nous a permis aussi de voir un backlog qui était uniquement fait avec un prisme d'architecte, c'était aussi moins bien que quand on avait un full stack engineer qui essayait de regarder aussi. En fait, c'est ce principe-là qui, de manière itérative, sur plusieurs mois, nous a emmené sur des constatations et on continue de faire évoluer nos pratiques sur le legacy remediation grâce au Kaizen. Enfin, grâce à l'amélioration. C'est juste qu'on a donné un nom qui fait bien. Et puis, il y en a qui l'utilisent déjà. Et c'était déjà dans la littérature, donc on n'a pas été très très loin. Puis, de toute façon, même en développement logiciel, les itérations successives, le fait d'essayer, casser, revenir, c'est des choses qui sont connues. Et on a, encore une fois, vraiment le mojo de ce talk, c'est qu'on a utilisé nos skills qu'on connaît déjà, qu'on maîtrise déjà, et on les a vraiment injectés dans les agents pour qu'ils se comportent finalement comme on aura envie de le faire pour arriver à un niveau de qualité satisfaisant. Résultat, on a une app qui marche. On a une nouvelle app qui marche, sur laquelle on peut faire à peu près la même chose. On peut se loguer, ça va fonctionner et tout. Vraiment. Alors on va le dire à la fin combien de temps on a mis pour faire tout ça. Donc sur cette itération là, on a remis tous les comportements. On a été à 8% de threshold, je crois, sur les grands écrans. Sur les grands écrans. Bien sûr, on pourrait baisser le curseur de threshold de différence et le laisser aller. Bon, quand on veut vraiment faire ça en clientèle, c'est ce qu'on fait. Ou sinon, après, on reprend la main aussi manuellement. La question, c'est est-ce que si on approche de 80 à 80, 90%, 95%, est-ce qu'au final, c'est pas déjà quelque chose de satisfaisant? Et en vrai, est-ce qu'on a vraiment envie de refaire Pixel Perfect tout le temps? Alors, il y a des clients, oui. Alors, ils veulent juste Pixel Perfect. Mais il y en a, c'est aussi l'occasion plutôt de reprendre le contrôle et de faire autre chose. Enfin, d'aller de l'avant, de changer un peu. Donc voilà. Mais du coup, finalement, on sait quand même, il y a une brique hyper importante, c'est la réappropriation fonctionnelle. Moi qui connaissais pas l'appli par rapport à Jordan qui la connaissait, j'ai découvert plein de choses sur qu'est-ce que font mes utilisateurs, comment ils le font, quels sont les parcours du coup importants, moins importants, et on a pu réellement se réapproprier cette documentation. La partie technique, n'en parlons pas, puisque la moitié du code est migré en hexagonal, l'autre non. OganeJS, on connaît. On a quand même pu avoir toute cette doc quasiment construite très rapidement, permettant de se réapproprier le. Et pour l'histoire, j'ai déjà fait une tentative de migration il y a 3 ans sur ce soft avec du coup le créateur lui-même, donc avec Adrien Joly et une autre personne qui s'appelle Julien Topsu. On a fait une conférence où on parlait de migration en architecture hexagonale. Et en fait, en préparant ce talk, on a fait même pas, on va dire, un dixième de ce qu'on a fait sur la préparation de ce talk-là. C'est assez
frustrant de voir qu'en connaissant déjà le sujet un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait des pans entiers que je ne connaissais pas, notamment sur PlayMJS, sur Hogan.js à la place d'Express. En fait, il y avait plein de choses que j'avais assumées déjà à l'époque, et là, je suis rentré directement en très peu de temps, en vraiment beaucoup moins de temps, beaucoup plus en profondeur dans ma connaissance, du produit. On l'a pas fait non plus en une soirée. C'est-à-dire que, alors, la première partie du talk, si, on l'a fait en une soirée, puisque vous avez bien compris qu'avec un prompt, on réussit à faire un truc. Mais tout le reste, dépiler les épiques, les US et les tasks, franchement, ça a pris plusieurs jours. On s'est arrêté, on a repris, on a changé, puisque moi, j'utilise un outil qui n'est pas le même que celui de Jordan. Pourtant, on a réussi à co-construire quelque chose à deux, avec des IA différentes, parce qu'en fait, on avait co-construit un backlog cohérent, comme on l'aurait fait finalement dans le cadre d'une production logicielle classique. On n'a pas mis l'accent sur nos outils, mais effectivement, l'objectif, c'était surtout d'avoir une stratégie claire de migration. En tout cas, on avait les éléments en tête, fonctionnels, techniques, pour prendre les bonnes décisions. Si on voulait contacter les utilisateurs sur quelle partie on allait migrer, etc., on était en contrôle de connaître quelle user journée on allait impacter, la migrer, etc., d'avoir des tests, de faire le double run, d'avoir un fallback. Donc en gros, on a une vraie stratégie de migration qui est claire. On a du coup plus de contrôle. C'était un peu ce qui nous manquait quand même, totalement même ce qui nous manquait sur la première partie. Là, on peut très bien dire à chef de projet, ou en tout cas toute personne intéressée par l'avancement, qu'on en est à telle étape, il reste encore cette étape, ça c'est validé de cette manière, cette manière, cette manière. Donc en fait, on est en contrôle dans un monde où en fait c'est très dur en vrai d'avoir du contrôle dans un monde full JS non documenté avec pas de test. Et on regagne de la confiance. Mine de rien, en tout, on dit que ça a pris plusieurs soirées. Pour arriver à un niveau comme ça, c'est moins d'un sprint. C'est clairement moins d'un sprint. En moins d'un sprint, on est capable de recréer de la documentation fonctionnelle, on est capable de recréer de la documentation technique, d'avoir une stratégie qui est claire. Il y a quand même quelques POC qui ont été réalisés, puisque l'encapsulation de PlayMJS a vraiment été fait, assisté par IA. Donc ça a été une journée dédiée sur ces POC. Donc il faudrait continuer un petit peu sur ce produit, sur un peu 2-3 POC, parce que le produit il a quand même 10 ans. Mais on est capable d'avoir de l'assurance dès un sprint. Dès un sprint, on est capable de savoir où on va. Au-delà d'être efficace, on nous a aussi pas découragé. C'est-à-dire que parfois, il y a des pans de l'application, on les a regardés, on les a vus, et on s'est dit, waouh, on va peut-être le laisser comme ça, enfin, c'est le hasard. Et en fait, via cette documentation qui vient et ce découpage en petites étapes et en petits incréments, on a été plus en confiance, et plus dit, c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire, et du coup, on va investir pour le faire. En fait, il y a beaucoup de débats en ce moment sur la productivité avec l'IA. Là, on en est même à est-ce que je fais des choses où j'étais pas du tout en confiance pour le faire. On n'est même pas sur la productivité. On ne se serait pas lancé dans dépiler N, SK, SP. En fait, on l'aurait pas fait. En tout cas, pas pour le plaisir d'un talk. Pas pour les clients, on le faisait. Maintenant, on le fait de manière, c'est plus facile. Mais maintenant, ça devient possible et accessible assez facilement. Et du coup, c'est vrai qu'en conclusion de ce talk, on peut se poser la question, mais si ça fait tout ça, c'est quoi notre métier maintenant? Alors, clairement, ça change notre façon de coder. Parce que vous l'avez vu, à la limite, on pourrait dire qu'on n'a quasiment jamais édité un fichier. Je ne dis pas qu'on n'en a pas lu, mais on n'en a jamais édité, à peu près. Mais par contre, vous l'avez bien compris, que toute la discovery, la compréhension du fonctionnel, du métier, des parcours, parce qu'il fait des choses, mais il faut quand même, il est hyper important de se plonger dedans et de regarder si c'est cohérent. Et après, toute la partie découpage, ordonnancement et je dirais co-construction du plan, c'est quelque chose qui, en fait, dans lequel on a énormément à apporter et on apporte énormément. Et une fois qu'on a généré quelque chose, vous l'avez bien vu, c'est pas au bon endroit, c'est pas comme on voulait, c'est pas le pattern qu'on voulait, le découpage est pas bon. En fait, on a très régulièrement besoin de s'impliquer à nouveau et vraiment d'apporter notre expertise à chaque étape de co-création de cette remediation en fait. Exactement. Et le Kaizen s'applique à nous-mêmes parce qu'en fait, en chemin, on apprend énormément. Il nous force à avoir des approches, il nous force à comprendre certaines approches, des approches que l'on n'avait pas du tout anticipées. Au début, tu dis non mais il y a le SSR, c'est super important, il faut tout de suite lui dire. Mais en fait, on laisse aussi nous proposer d'autres pistes. Et en fait, il nous propose le SSR comme on avait pensé, mais il nous propose aussi d'autres choses, des nouvelles alternatives. Donc on apprend énormément, on améliore notre expertise et vraiment ça amplifie aussi nos connaissances de base.
Merci beaucoup pour votre attention. On a beaucoup de temps pour les questions, donc merci. Oui. Bah, en fait, on les a on les a quand même relus et on a quand même revérifié avec le front. En fait, nous, on avait accès à la prod, enfin, on a accès à l'outil et on a refait converger, on a fait en constatant. Donc, en fait, il y a une grosse partie sur la discovery, ça produit beaucoup de choses. Ça, c'est un autre sujet sur la charge cognitive. La charge cognitive, elle a changé, c'est qu'on va lire beaucoup de contenu, on fait beaucoup de context switching, on fait avec les plans, voilà. Donc ça nous demande d'aller contrôler quand même pas mal de choses. Donc ça nous donne instantanément tout, mais il faut quand même aller tout contrôler. Donc on va contrôler avec le front-end et on a été naviguer dans les menus. Voilà. En fait, il y a un exemple très concret, c'est-à-dire qu'il nous a sorti PlayMJS. On s'est regardé, on a dit d'où ça vient. Et on a regardé, et en effet, en deep divant, mais simple, en cherchant PlayMJS dans la base de code, on trouve des occurrences. Du coup, on essaie de comprendre avec notre jus de cerveau qu'est-ce que ça fait. Ah, c'est une lib, elle est tirée, mais en fait, elle est carrément importée dans tout le projet. Donc en fait, c'est une lib, mais importée. On a compris ça. Et en fait, après, fort de ces jours de journée, alors on l'a pas forcément fait tout le temps, mais on peut lui dire, maintenant que tu as une journée, fais-moi un test Cypress où tu parcours ce truc. Et en fait, au bout d'un moment, il n'y arrive pas. S'il a créé une user journey qui n'existe pas. Et donc, tu vois, on a cette dissonance, et finalement, en lui redemandant un peu plus, on arrive à valider des parcours. Le front, c'est vraiment indispensable de renaviguer. En fait, des fois, quand on fait du legacy remediation, on pense qu'on fait que de la réduction de dette technique. Donc, qu'il faut remettre des tests et qu'il faut remettre le code au carré. Non, la dette, elle est souvent, c'est une dette de conception. Il y a des tensions de modèles qui n'ont pas été réglées, il y a des nommages qui ne sont pas bons. Du coup, le code, c'est pas forcément le reflet du métier. D'où le fait, je disais, de repartir côté front, de retravailler les user journées, parce que les user journées, c'est ce que utilisent les utilisateurs tous les jours. Ils sont sur l'application, des fois ils sont plus experts de l'application que de leur métier, mais l'application, elle a le mérite d'exister et de proposer des flows qui ont du sens. Donc le pivot sur les user journées, donc donner la capacité aux agents grâce à MCP, Browser, DevTools ou n'importe quel autre MCP de ce genre, d'avoir la capacité de naviguer dans l'outil. Là, on n'a pas une vérité, mais on est plus proche. Et en vrai, c'est parce que nous, à la base, quand on fait ce genre de discovery, on fait souvent des event storming. Et les event storming, on va reposer des événements, on essaie de recomprendre ces contextes-là, on recrée les bons contextes. Enfin, c'est exactement la même chose qu'on faisait à l'époque avec des event storming, et on essayait de comprendre un peu le flow d'utilisateur. Là, comme on n'a que le code et qu'on veut quand même accélérer, même si là, on était en vase clos, quand on est vraiment chez le client, on refait des event storming. Mais l'objectif, c'est au lieu de faire des event storming comme avant de 4 heures où on balayait tout, là, on peut cibler une partie qui va nous intéresser, qui apporte de la valeur, qui est bien détourée, et on fait que ça. Et on fait que cette partie-là. Donc on revalide. Donc là, c'était un essai. Voilà, c'était un essai pour montrer un peu vraiment le côté plutôt technique de la chose. Mais quand on est en gestion de projet sur ce genre de thématique, il y a toujours de l'humain. On n'est pas, en tout cas, nous, on se refuse complètement d'être que avec notre code base, itérer avec les personnes qui utilisent vraiment. Mais quand on vient tout de suite avec une compréhension du problème, et nos questions, c'est pas les mêmes. Enfin, je vois l'évolution, c'est pas du tout la même. Mener un event storming après avoir préparé son sujet comme ça, en un laps de temps très très court, c'est pas les mêmes que quand on arrive comme une fleur et on a 4 heures et on creuse. Donc l'objectif, c'est pas de nous remplacer. Voilà, c'est vraiment de gagner du temps et d'amplifier notre expertise. Combien ? C'est une très bonne question. On ne sait pas exactement. En fait, on sait pas exactement parce que déjà on n'a pas utilisé les mêmes modèles. Là, il y a du Cloud Code et moi je suis full Cursor, et on a même au sein de Cursor et au sein de Cloud Code, on n'a pas utilisé les mêmes modèles. Donc en fait, on a switché. On n'a pas parlé d'outils volontairement parce que évident. C'est pas les outils, ça va fonctionner avec tout. Moi, je suis très fan d'open code, donc voilà. On est sur du Opus 4.5 maintenant, 4.6, et avec un forfait à 90 € par mois, on peut faire tout ça sans coupure. Il n'y a pas beaucoup de temps, donc ça va coûter 90 € par mois. Voilà. Sur le modèle à 17 €, vous serez coupé toutes les 3 heures, donc ça faudra faire une étude par une étude. On n'a pas fait des runs de plus de 3 heures pour notre truc, je pense. Non. Mais vraiment, un sprint avec un 90 € par mois, ça suffit largement pour tout faire. Mais il y a un temps, oui, c'était beaucoup plus cher. Oui. On va dire un sprint globalement pour pas 9-10 jours pour pas dévaluer le truc complètement.
Oui, enfin, Une partie en fait, ouais, on en avait, on en avait mais déjà. comme on a beaucoup Kaizen, on les a beaucoup fait évoluer dans le processus de création. Parce si tu veux. que ils étaient, en fait, nous, on a plutôt des agents qui sont spécifiques base DDD et principe du craft. Ouais. Voilà. Après, après, on peut les utiliser, mais il faut les tweaker. Et là, c'est un projet, vu les technos, en fait, on retweak avec des compétences qui sont différentes. Donc, ça comprend quand même ce tweak, quoi. Oui. Mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus. Mais ça fait partie inhérente de la production logicielle avec ton agent que de l'améliorer en fait. Exactement. C'est une nouvelle compétence à avoir, de penser à tout le temps améliorer. Donc, on partait pas de zéro. Oui, on partait pas de zéro. Oui. Dernière question. Alors on a. Je pense que je sais plus exactement, mais je crois que c'est pas une très grosse base de code. C'est- Il y a, je doit peux- avoir je peux pas entre te 20 et répondre 20 000 lignes. clairement sur le nombre de lignes. Ben, entre 20 et 30, ouais, je pense 20 et que 30 000 lignes. 30 Et 000 après- lignes qu'on a dû bouger. Et après, il faut savoir que là, dans ce qu'on a fait, on s'est beaucoup concentré sur du coup, la partie remediation, mais on s'est pas concentré, enfin, on n'a pas beaucoup tweaké nos agents sur ce qu'on voulait concrètement dans Ouais. ce qui était produit. Tu vois, dans React, il y a des bons patrons de conception qu'il faudrait respecter. Et si tu veux, on n'a pas, En fait, on s'est ouais. pas outillé pour le faire, parce que c'était pas l'objet de ce En qu'on fait, voulait on faire les là. a sur. En fait, il faudrait refaire une passe parce qu'il y a une première passe legacy remediation et après une autre passe. Une fois qu'on a repris le contrôle, il y a de pérennisation. Donc là, on va revenir sur plutôt comment on voudrait coder from scratch. Donc Oui. on va, avec un refacto, on remettrait tous les bons tests unitaires, etc. Mais parce qu'en fait, quand on fait un premier jet en legacy remediation, on n'a pas accès à toute la phase de test white box. On fait que du black box. Donc Oui. on est en haut de la pyramide. On vient travailler que comme ça. Mais l'objectif, c'est une fois qu'on a repris le contrôle, c'est tout de suite remettre quand même le bas de la pyramide, full unitaire. Là, on l'a pas fait parce qu'on Alors, a fait que la reprise de contrôle de base. Et ensuite, il faudrait refaire une itération où on va full test unitaire et ce serait de beaucoup meilleure qualité. Ok, ok, Oui. ok, ok, oui. Alors, chaque US que j'ai fait, dans lesquels j'ai fait un plan, il y a des critères d'acceptance et il s'est astreint, et du coup je l'ai astreint aussi à toujours écrire des tests, C'était ça. mais c'est pas tout à fait unitaire. Ça veut dire que ça va être soit des tests parce qu'il y a une API qui a été exposée, donc un test d'API, soit un test de composant. Il va React build le composant, il va vérifier qu'il s'affiche correctement. Ou et c'est plutôt ce qui a été fait, c'est il charge la page et il vérifie que le composant qu'il vient de créer Ouais. est dans la page. En Donc gros, c'est on pas reste quand aussi même qualitatif que ce qu'on c'est aurait ça. envie de faire en développeur qui le ferait unitairement. Ouais. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste que ça n'a pas été l'objet de notre sujet. Et je pense que c'est une passe à avoir en plus pour apporter ce niveau de qualité. Mais c'est pas infaisable. Une fois qu'on a repris le contrôle et qu'on a de toute Oui. façon, on peut descendre la pyramide. Mais je pense que ce serait un objectif trop ambitieux de descendre tout d'un coup. On reprend le haut et ensuite on descend. Oui. Ouais. Attention sur Marcel. Ça fait, ouais. Oui, il y a des skills. Après, il y a beaucoup d'injections de prompt. Relisez bien les skills qui sont dessus. Ils ont sorti beaucoup de skills. On parle de GLM aussi, qui rendrait certainement obsolète tout ce qu'on vient de vous montrer si ça sortait vraiment. En fait, il y a différents types de modèles. Et bien sûr, ils seront certainement plus intelligents au fur et à mesure. Là, on n'a pas montré parce que long story short, mais on a beaucoup de skills aussi derrière. Il n'y a pas que des agents. Voilà. Merci. Merci.